Bonjour à chacune et à chacun et très heureuse de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Tous Frères. Dans cette émission consacrée à la religion musulmane, notre fil conducteur est le verbe s'engager. Nous verrons comment des hommes et des femmes n'hésitent pas à donner de leur temps. Selon un verset du Coran, ceux qui remplissent leurs engagements lorsqu'ils se sont engagés, les voilà les véridiques et les voilà les vrais pieux. Dans nos territoires ultramarins, l'engagement est important. Exemple à Mayotte avec Asjati. Elle fait partie de plusieurs associations et n'hésite pas à sensibiliser les jeunes femmes, notamment sur la notion de consentement, un engagement nécessaire pour aider la jeune génération. Toujours à Mayotte, rencontre avec Majid. Comédien et metteur en scène, il met au service des autres ses talents comme celui de manier les mots. Pour lui, la transmission à la jeune génération est son engagement. Dans la chronique cette semaine, lumière sur une reine, Pomaré IV, souveraine de Tahiti au XIXe siècle. Nous verrons comment, grâce à ses différents engagements, elle a su défendre les valeurs de son peuple. S'engager comme dans l'histoire de Nusseïba. Cette femme s'est engagée toute sa vie au service du prophète. Pieuse et dévouée, elle a défendu l'islam et l'a enseigné, comme nous le raconte Luciano. S'engager, comme l'a fait Nusseïba. Remontons le fil du temps et allons à la découverte de 3 moments clés liés à cette femme hors du commun. En 621, un an avant l'émigration du prophète Mohammed de la Mecque à Médine, 12 Médinois viennent à la rencontre du prophète pour confirmer leur engagement dans l'islam. Parmi eux se trouve une femme du nom de Nusseïba. Pieuse et dévouée, cette croyante de la première heure n'hésite pas à sacrifier son temps et son énergie pour défendre l'islam et même l'enseigner. Elle fera d'ailleurs partie de ceux qui accueilleront à bras ouverts le prophète lorsqu'il s'installera à Médine l'année d'après. En 625, la puissante tribu des Kraïches se dirige vers Médine pour attaquer les musulmans. Le motif ? Ils voient d'un mauvais œil l'expansion de l'islam. Voilà que le prophète Mohammed et ses compagnons sont embarqués dans une grande bataille, la bataille d'Uhud. Bataille dans laquelle des femmes vont aussi s'engager. Et parmi elles, il y a une certaine Nusseïba. Elle va tout d'abord soigner les blessés et donner à boire aux combattants. Mais lorsqu'elle voit que son camp s'affaiblit, Nusseïba prend une épée et s'engage dans la bataille. Elle est prête à donner sa vie pour protéger le prophète. Et ce jour-là, elle recevra une douzaine de blessures. En 632, la mort de Mohammed n'a pas eu raison du désir de Nusseïba de s'engager. Pour preuve, cette même année, alors qu'elle a 60 ans, elle rejoint les rangs d'une armée qui combat un certain Moussaïlima, qui se prétend être prophète. Lors de cette bataille, elle perd un bras, mais prend part entièrement à la victoire. À son retour, à Médine, le peuple l'acclame. Mais Nusseïba ne cherche pas la gloire. Elle sert Dieu et lui rend grâce quelles que soient les circonstances. Et c'est ce qu'elle fera jusqu'à la fin de sa vie. Ainsi, l'engagement de Nusseïba a été sans précédent. Tout son être était humblement tourné vers Dieu et en toute chose, elle a été un exemple parfait du don de soi. Un exemple si marquant qu'on en parle encore aujourd'hui. Et elle s'engage pour cette émission, vous le savez, Aurélie, Wow, bonjour. Bonjour Muriel. Alors Aurélie, je vous emmène, ou vous nous emmenez plutôt, direction donc Mayotte et plus précisément dans le nord, notamment du côté de Mamoudzou. En quoi justement l'engagement à Mayotte et dans cette partie de l'île est important ? Alors, vous le savez, Muriel, Mayotte, c'est le 101e département français, donc le plus jeune depuis 2011. Et les enjeux sociétaux auxquels fait face la population sont bien souvent difficiles à surmonter. On a la crise de l'eau, l'insécurité, le taux de pauvreté qui grandit. Dans de nombreux secteurs à Mayotte, l'engagement est devenu nécessaire. Et qui est notre guide ce matin ?
Alors notre guide, regardez, c'est cette belle femme, Asjati. Elle est bénévole dans pas moins de 4 associations. La première avec laquelle elle a démarré, c'est M2E, l'association Mayotte Entraide Étudiants, dont elle fait toujours partie. Et nous allons la voir à l'œuvre dans l'association Wasi Wutru Mama, que vous voyez écrit juste là. Ça veut dire « Nous les femmes en Chimaoré », une association qui a pour but de rendre visible la cause des femmes dans le paysage sociétal de l'archipel, qu'elle place l'engagement dans le quotidien de ceux qui le choisissent. Comment éveiller les consciences sur les questions qui semblent importantes dans notre société. Reportage d'Anna Bélissance et Sylvain Ducasse. Entre les marmites et la préparation des brochettes, l'engagement associatif occupe tous les week-ends d'Asjati et Istizad. C'est même en tant que bénévole qu'ils se sont rencontrés. Donc on est un couple d'engagés, c'est aussi le président de Mayotte Entraide Étudiants, il fait partie des membres fondateurs, on était tous à l'époque étudiants. Oui, c'est vrai que on est 2 engagés, mais moi je pense que l'engagement c'est en fait chacun à sa manière, essayer de répondre aux difficultés qu'il a dû rencontrer personnellement en essayant de faire en sorte que les autres, ceux qui arrivent, ne rencontrent pas les mêmes problèmes. Pour moi s'engager c'est apporter la petite case qui compléterait en fait un peu la société qu'on souhaiterait tous avoir. Au fond de moi, je me dis peut-être que si j'avais une mission sur Terre, elle est presque accomplie. Il y a une petite satisfaction spirituelle. Au nord de l'île, dans ce local partagé par 3 associations, la trésorière de Wasi Wutru Mama s'est aussi se parer de sa casquette d'animatrice. C'est plus un problème de filles que de garçons. D'accord? Pas d'accord. Face à une dizaine d'adolescentes qui ne se connaissent pas encore, un atelier pour libérer la parole sur un sujet aussi sensible qu'important, la frontière entre consentement et violence sexuelle. Par rapport au respect de notre culture et tradition, on ne devrait pas parler de consentement. Ici, d'accord et pas d'accord. Mais c'est neutre. Elle est d'accord. Parce que si on est marié, les femmes quand on est mariées, on nous oblige à respecter tout ce que notre mari va. Le devoir d'obéissance au mari. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Non, le fait, pas d'accord. C'est ça en fait. Mais on a bougé en fait de place. On n'est plus dans la contrainte sur certaines choses, mais qu'aujourd'hui on nous dit, parce qu'on est dans une république française, qu'on a le droit aussi de dire, le droit de faire des choses. Et ça ne se fait pas sans une sensibilisation et sans ne pas tenir compte du contexte culturel. Il y a quand même des approches différentes en fonction de la génération. Grâce à ces temps d'échange, ils ne peuvent pas imposer à leurs enfants d'épouser un tel, d'épouser Ali, d'épouser Bakar. Certaines osent à leur tour aborder des sujets tabous dans la société mahoraise. Toucher quelqu'un, par exemple, à ses parties intimes sans forcément qu'elle soit d'accord, ça c'est une agression sexuelle. C'est important aujourd'hui, l'engagement citoyen, en tout cas au niveau des femmes, moi personnellement, à mon avis, ça passe par la libération de la parole. Attendez. Et pour prolonger cette libération de la parole, Asjati profite de toutes les occasions. Ce matin, elle va au contact des Mahorais sur le marché de Mamoudzou. Vous êtes un couple? C'est mon frère. C'est sur le consentement. Dans une relation, peu importe couple ou autre, la femme a sa place. Dès lors qu'elle a sa place, elle a aussi son avis. Bonjour. Là, je vais vous sensibiliser, plutôt échanger sur la notion du consentement. Quand tu n'as pas de réponse, c'est que c'est une réponse aussi. Ça peut être non, c'est pas considéré comme oui. Quand c'est une Mahoraise qui en parle, tu te sens plus concernée, tu te dis, moi, je me vois à travers cette personne-là. Je suis très émue, j'ai été émue par l'intervention de cette jeune femme. Je me suis dit, en fait, le relais, il va être pris, l'engagement va continuer. On a toujours cet héritage-là, justement, de nos chatouilleuses. Les chatouilleuses, ce sont ces femmes qui, dans les années 60, ont milité pour que Mayotte soit française plutôt que comorienne. Les étoffes à leur effigie s'affichent encore sur le marché, avec comme imprimé pour la postérité le nom de la chef de file du mouvement, Zenam Déré. Grâce à elle, aujourd'hui on en est là, les femmes peuvent s'exprimer. L'histoire de la chatouilleuse, on la connaît très bien. Et puis on a grandi avec, on vit toujours avec. Et pour nous, c'est un honneur en fait. Le combat de ces militantes a fait prendre conscience de l'importance de l'engagement au féminin dans la société mahoraise. Nous retrouvons Asjati dans les locaux de Mayotte Entraide Étudiants. M2E, c'est son premier engagement associatif. Vous pouvez me mettre ici, moi je ne mords pas. Là où tout a commencé il y a 10 ans. Avec cette nouvelle génération, elle entrevoit de futurs engagements, comme celui d'Insa, qui a débuté en pleine adolescence. J'ai déjà commencé l'engagement depuis mes 14 ans avec l'association École de la Joie et de la Liberté. Ensuite, à 17 ans, je me suis engagée au service
volontaire qui s'appelle SNU. Ce qui m'apporte, c'est le fait de s'ouvrir aux autres et puis faire aussi la promotion de l'engagement. Météo. Tous dans cette salle ont en commun un projet de solidarité internationale. Il y en a qui sont déjà partis à Madagascar? J'ai jamais fait d'engagement comme ça. Pour moi, c'est la première fois. Donc, du coup, j'espère que ça va se dérouler au mieux et que ça va m'inciter à faire plus. Je prends plaisir à m'engager, mais vraiment de manière désintéressée. Le seul retour que j'attends, c'est de voir en fait des gens qui sont là, qui s'épanouissent et qui avancent en fait dans leur parcours. Et là, vous voyez les difficultés, ça c'est au début, mais peut-être il y a une autre génération, si on est toujours là, il n'y aura plus ça parce que vous aurez fait le travail. À Mayotte, l'âge moyen est de 23 ans. C'est aussi l'âge de ces engagés pour l'avenir de leur île et de la région. Asjati en est convaincu, leur insuffler sa détermination fait partie des solutions pour relever les défis du territoire. D'accord, ok. Et l'engagement, j'ose le dire, notre invité en connaît un rayon. Direction maintenant tout de suite à Massy, dans l'Essonne, en région parisienne, où nous allons donc parler avec l'imam Chamsoudine. Merci d'être avec nous. Imam, vous avez grandi à La Réunion. Alors, comment avez-vous décidé de vous engager et êtes-vous devenu imam? Alors, cet engagement... Alors bonjour tout le monde et merci pour cette invitation. C'est toujours un plaisir de partager le plateau avec vous deux personnes merveilleuses et qui vraiment, vous êtes aussi engagés d'ailleurs à partager l'histoire de nos îles et l'histoire de nos patrimoines au monde entier. Donc c'est aussi un engagement. Pour ma part, cet engagement, il commence plutôt dès mon jeune âge, parce que, nos parents nous ont imprégnés, si on peut dire, de cette responsabilité envers Dieu, bien évidemment, envers son prophète, et ensuite, bien évidemment, un engagement envers l'être humain. Et ça, c'est très important. Mais pour être plus clair, c'est que l'islam nous enseigne vraiment cet esprit d'engagement. Alors d'ailleurs, oui. Justement, est-ce que dans les piliers de l'islam, par exemple, on peut retrouver cette notion d'engagement? Bien évidemment, quand on parle d'engagement, et j'ai vu le reportage tout à l'heure, lorsqu'on parle d'engagement, eh bien, c'est pas seulement un engagement envers une certaine communauté ou bien un certain groupe, mais en priorité, c'est un engagement envers Dieu. On s'engage à aimer Dieu, à respecter Dieu, à appliquer les lois de Dieu. Et ensuite, il y a l'engagement vis-à-vis de ses prophètes, en particulier de notre prophète Mohammed. Ensuite, il y a l'engagement envers l'humain, comme on l'a dit tout à l'heure. Ensuite, il y a l'engagement envers les animaux. D'accord ? On doit s'engager à ce que les animaux aussi puissent avoir leur place dans notre univers, dans notre planète. Ils ont leur place d'ailleurs. Et un engagement aussi envers la planète, la Terre, et c'est ce que vous appelez l'écologie. Donc on a ces engagements et il est nécessaire pour toute personne qui croit en Dieu de s'engager à respecter tout cela. Justement, quelle forme concrète peut prendre l'engagement pour les musulmans aujourd'hui? Alors déjà, si on regarde le Coran, les enseignements du Coran, on va dans la sourate Al-Ma'ida, le 5e chapitre du Coran. Eh bien, dès le début de ce chapitre, eh bien, Dieu dit clairement Ya ayyuhalladhina amanu awfu bil uqud. Il nous demande ô vous les croyants, eh bien, respectez vos engagements. Et donc, c'est déjà un devoir religieux de respecter nos engagements. Et ça nous pousse aussi à se surpasser, au fait. Lorsque Dieu nous ordonne de respecter nos engagements, eh bien, il nous ordonne en vérité à nous surpasser, à devenir meilleurs et vraiment penser à autrui, à penser à faire du bien autour de soi. Imam Chamsoudine, vous êtes engagé notamment
dans le dialogue interreligieux. En quoi cet engagement qui est religieux peut-il servir au-delà dans la société ? Alors, il est très important de comprendre cet aspect du dialogue interreligieux. Je me suis engagé tout simplement parce que j'ai étudié la vie du prophète, que la paix de Dieu soit sur lui. Et dans les textes et dans les traditions musulmanes, on voit que le prophète lui-même, il s'était engagé à respecter les autres religions et même à leur donner leur place. Un exemple typique de la vie du prophète, c'est qu'il reçoit par exemple une délégation de Najran qui venait du Yémen, et c'était l'heure de la prière pour ces chrétiens. Et il les reçoit au sein de la mosquée du prophète. Et là, il demande aux compagnons, afin de les permettre de prier, d'ériger un chapiteau, si on peut dire, et de leur permettre de faire leurs adorations. Et donc ça, comment ça montre que au temps du prophète, il y avait cet engagement, ce dialogue interreligieux, et que moi, par la grâce de Dieu, bien évidemment, eh bien, je m'efforce à vraiment l'appliquer dans ma vie et dans mon entourage aussi. Par exemple, dans notre mosquée, eh bien, on a ce dialogue interreligieux qui existe. Récemment, j'ai été même, pour vous dire, invité auprès des évêques de France à ce genre de dialogue interreligieux, et on avait des personnes éminentes qui venaient des quatre coins du monde, et c'était vraiment une expérience incroyable. Oui, très, très rapidement, l'engagement finalement, c'est enrichissant. C'est des vases communicants entre vous et l'autre, c'est ça ? C'est une richesse, lorsqu'on s'engage, comme le dit si bien les érudits, lorsqu'on s'engage, c'est que on apprend à nous connaître nous-mêmes, on apprend à connaître la personne en face, et on apprend aussi à notre degré d'altruisme, parce que dans l'engagement, il y a aussi de l'altruisme. On ne pense pas seulement à nous, mais on pense aux autres. Et c'est ça qui est important, et c'est ça qui est extraordinaire dans cet esprit d'engagement. Et en voyant votre reportage tout à l'heure, de voir ces gens expliquer l'esprit d'engagement de cette manière, mais ça donne espoir. Ça donne envie de s'engager encore plus. Exactement. Merci beaucoup, Imam Chamsoudine. Je rappelle donc que vous êtes imam à la mosquée de Massy, en région parisienne. Après donc la région parisienne, nous nous envolons à nouveau direction Mayotte dans notre émission, notamment cette fois-ci plus au sud. Rencontre avec un passionné dont la vie rime aussi avec engagement. Tout à fait. Alors cette personne, regardez, on le voit juste ici, c'est El Majid Sindou. À Mayotte, tout le monde a forcément entendu parler de ce comédien. Il a monté une troupe de théâtre il y a plusieurs années avec un objectif, faire passer des messages au plus grand nombre par le biais de la culture. Et comment s'y prend-il ? Puisque la culture, c'est vaste. Exactement. Alors d'abord, évidemment, par le biais de cette troupe de comédiens, mais aussi par le conte, car Majid a un public favori. Hop, et juste là, c'est le public le plus jeune. Alors, il veut reprendre le flambeau des conteurs mahorais qu'il écoutait dans son enfance. Comme eux, il parle de la société mahoraise, raconte des aventures où le bien finit toujours par triompher, où le héros ressemble à ceux qui l'écoutent. En quoi la culture peut-elle être un moyen de s'engager socialement ? Reportage d'Anna Bélissance et Sylvain Ducasse. Je m'appelle El Majid Sindou, je suis comédien, je suis metteur en scène. Premier engagement sur scène, enfant, on commence par les sketchs d'abord. Et la parole, donc, dans notre société orale, est très importante, elle est codifiée. L'engagement à Mayotte, c'est à travers un mot qui est même un slogan ici, c'est le Moussada, l'entraide, toujours être disponible pour l'autre. Alors, poème, Aimé Césaire. Après mon baccalauréat, j'étais déjà accroché sur les livres d'Aimé Césaire. J'avais
à un bout de fenêtre de ce qui se passait hors de Mayotte. Et c'était comme ça que j'ai entendu les bruits des autres outre-mer, des autres îles. Les auteurs sont engagés, ils osent parfois défier à travers leurs mots le pouvoir. Et c'est cette audace-là qui m'a plu et qui m'a conforté dans cette envie d'aller encore plus dans les livres et du coup finir par le théâtre au plateau pour faire mes premiers pas sur scène et essayer d'incarner tous ces mots. On va commencer notre atelier autour du conte, d'accord? On va voir le conte de l'enfant pauvre et de son ami Gossard. N'hésitez pas, tout ce que vous faites, c'est très important. Il faut parler à haute voix. Rachid, tu vas faire le roi? Le conte est un lieu de résistance, de la mémoire. Un jour, j'épouserai la princesse. L'enfant est au centre du conte. Il est celui qui arrive toujours à grandir. Voilà, on met la musique. Le conte est une forme d'expression engagée. J'ai envie, plus tard, qu'ils soient acteurs de leur propre espace. La pièce, c'est l'histoire tout simplement de toute la jeunesse mahoraise qui est née à travers un équilibre total de l'environnement, de la spiritualité, de rapport aux autres, qui est très fort dans notre tradition et comment le réel a brusquement changé. Il y a une lumière au fond d'eux que nous ne voyons plus. Je suis convaincu que les enfants ne sont pas des problèmes, mais ils peuvent redonner de l'espoir à nouveau. On va traverser la mer pour sentir la force de la mangrove. C'est l'île aux enfants, comme on dit ici. Et bien, ces enfants grandissent aussi vite. C'est comme dans les contes. Le lendemain, ils deviennent des jeunes hommes, des hommes. Et si on ne raconte rien, et si on ne fait rien, ben on se réveille toujours trop tard. Mon engagement, c'est aussi la transmission. La force poétique, petit à petit, peut donner un sens à tout ce qu'on fait ici. Même ceux qui arrivent de partout dans le monde, leur partager aussi nos histoires, c'est leur partager notre humanité. Et c'est cette paix-là qui peut aussi nous aider à trouver un équilibre ici à Mayotte. Et Aurélie, une fois n'est pas coutume dans la chronique, cette semaine, lumière sur une femme qui a su tracer par son engagement le chemin de tout un peuple. Exactement, c'est beau. Hein. Alors, cette femme, regardez, c'est Pomaré IV. Elle a régné 50 ans, de 1827 à 1877. Et pour cette longévité, on l'a même surnommée la reine Victoria des mers du Sud, Muriel. Oh, c'est beau. Ouais. Elle est la fille née hors mariage de Pomaré II, donc deuxième roi de Tahiti. Elle n'a quasiment jamais eu de relation avec son père. Elle a grandi dans l'anonymat le plus total au sein du peuple. En 1821, le roi Pomaré II meurt. En 1827, c'est son fils héritier qui meurt également. Tahiti est sans souverain. Alors on demande à Aïmata, la fille illégitime, de régner. Elle est proclamée reine alors qu'elle n'a que 14 ans. Ah, c'est très jeune ça. Et quel sens va prendre son engagement ? Alors, à ce moment-là, il faut s'imaginer qu'elle n'a aucun rapport avec la royauté. C'est une jeune Tahitienne comme les autres. Son engagement va d'abord passer par la revendication de sa liberté. Au départ, elle ne veut pas régner et elle passe le plus clair de son temps, regardez ici, dans ce qu'on appelle le bassin de la Reine. Il existe encore au centre de Papeete, d'ailleurs. Et finalement, elle s'est engagée. Qu'est-ce qui va la faire changer d'avis ? Alors très vite, elle va se rebeller contre l'ordre missionnaire, notamment en observant des rites traditionnels maoris, alors interdits. Elle va également détourner la robe missionnaire, que vous devez connaître, que tout le monde connaît dans le Pacifique. Donc normalement, c'est une robe très stricte. Et puis regardez ce qu'elle en fait. Ah oui, exactement. Elle ouvre. Voilà, elle ouvre, elle met un décolleté, elle raccourcit les manches, elle élargit la taille. Encore aujourd'hui, d'ailleurs, on appelle ce type de vêtement la robe Pomaré. Et politiquement, comment s'engage-t-elle ? Alors c'est un peu difficile parce qu'elle est tellement perçue comme une rebelle que finalement on lui enlève quasiment tous les pouvoirs de gouverner. Il lui reste encore la diplomatie. On a notamment retrouvé des échanges de lettres avec la reine Victoria et Napoléon III. Lorsque Tahiti devient un protectorat français, elle demande à ce que le drapeau français soit
remplacé par celui de Tahiti. Les Français ne sont pas d'accord et c'est par loyauté pour leur reine que les Tahitiens s'engagent dans la guerre franco-tahitienne. On est en 1844. Ah oui, ça c'est une forte loyauté. Et justement, comment expliquer cette loyauté des Tahitiens pour leur souveraine ? Eh bien, par la fidélité de leur reine à ceux qu'ils sont. Jusqu'ici, Pomaré IV, malgré son statut, vivait dans une petite case. Regardez, encore une archive. Elle est juste ici. Elle dormait sur une natte, comme tous les Tahitiens, et pourtant, elle possédait des palais. Elle s'est engagée pour défendre la culture traditionnelle tahitienne, pour maintenir leur identité qu'elle représente. Et petit à petit, elle est donc devenue populaire. Et aujourd'hui, est-ce qu'elle est encore importante pour les Polynésiens ? Oui, elle reste un symbole de force et de détermination dans la société polynésienne. Aujourd'hui, de nombreuses rues, des écoles, des places portent son nom. La robe Pomaré existe encore, elle est utilisée par de jeunes stylistes. Son empreinte est encore bien présente et les jeunes générations tentent de se réapproprier cette histoire. En résumé, dans une des périodes les plus difficiles de l'histoire polynésienne, la reine Pomaré IV a su s'engager pour tracer un chemin de liberté pour la culture et les traditions polynésiennes. Merci Aurélie. Et vous n'allez pas me contredire parce que lorsque l'on parle d'engagement, on pense aussi à nos athlètes qui ne ménagent pas leurs efforts pour aller au bout d'eux-mêmes. Et je vous propose cet article sur Outre-mer la première où Sarah Danint est ambassadrice, n'est-ce pas? C'est l'une des figures emblématiques de l'engagement des anciens champions olympiques et elle revient aussi sur ces athlètes qui l'ont poussé à se surpasser comme Laura Flessel ou encore notre fameuse nationale Marie-Josée Pérec. Et puis, cette question maintenant sur le site internet de Jour du Seigneur. C'est une émission. Les jeunes peuvent-ils encore espérer changer le monde? Le magazine met donc en avant ces jeunes et ces initiatives, ces jeunes diplômés face aux défis sociétaux et environnementaux. Une émission à retrouver sur jds.tv. Et moi, j'aime bien l'instant autopromo, donc je vous encourage à aller sur nos réseaux sociaux. Regardez comme c'est beau, vous retrouvez les émissions en intégralité, des contenus inédits sur notre site internet également. Donc on vous donne rendez-vous et on vous attend pour discuter. Avec grand plaisir. Et pour vous, Aurélie, justement, discutons, c'est quoi l'engagement ? Alors moi, quand on m'a parlé de cette émission, j'ai tout de suite pensé à une dame qui s'appelle Iris Soireau. C'est une poète réunionnaise décédée dans les années 80. À sa retraite, elle avait créé une école élémentaire avec une classe unique pour les jeunes en difficulté. Puis cette école, elle a grandi, c'est devenu une école privée laïque. C'est aussi devenu mon école. Oh. Voilà. Et son engagement, on en a beaucoup parlé. Moi, tous les jours, on me répétait la tolérance, la fraternité, mais aussi l'art, la culture, la lecture. Voilà. Et finalement, son engagement, il a eu un impact sur moi. Et je me dis que l'engagement, c'est un peu ça. C'est quelque chose qui finalement finit par ruisseler un peu indéfiniment sans qu'on sache tout de suite quels seront les résultats. Oui, en fait, regardez aussi ce que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes le fruit de rencontres inspirantes, souvent avec nos professeurs, nos amis et nos parents. On n'en parle pas assez de nos parents. On n'en parle pas assez. Ils sont toujours pour nous et avec nous. Et même à travers mes enfants aussi, je les vois s'engager. Ils nous apportent soutien, réconfort. Finalement, est-ce que l'engagement ne serait pas inné et tout simplement une mission de vie? En espérant que cela vous inspire. À bientôt. À bientôt.